Tous deux l'ont repéré dès le rassemblement dans le bureau de la Daya Foundation à Quemado. Son originalité raffinée les a immédiatement piqués au vif, et ils ont échangé un bref sourire approbateur. Son carré frangé, d'un brun net et lisse, ses yeux bleus électriques dont le temps a si légèrement émoussé l'éclat, sensiblement tout de même. Vêtus de noir, d'une élégance insolite, décalée, ici ils ne se sont pas trompés. En revanche, ils se trompent s'ils y voient de la fêterie. Elle chérit authentiquement le noir, c'est sa couleur. Le style fait la différence. Le choix de la ligne, du modelé, du tombé du vêtement est le résultat d'un pacte avec quelques stylistes, un compagnonnage rigoureux scellé depuis longtemps. Ils coopèrent à égalité pour sculpter sa silhouette, camper l'apparence de cet individu-là. Elle prête son corps non pas pour que fesses, seins ou taille soient épousés, plutôt pour dessiner une façon d'être. Il s'est avancé. Elle s'est immergée dans cette portion d'infini. Quelques crêtes ciselées apparaissent au loin, dessinent l'horizon sur un bord, mais ne changent rien à l'impression d'illimité. Le temps est si clair, les visions du lointain tressaillent dans l'air limpide. Elle se sent devenir minuscule. Et si, pour contrer l'évanescence, elle se mettait à bouger les bras aussi, à donner une mesure, un rythme, une forme à tout ça qui n'en a pas. Elle enclenche un danser-bouger pas beaucoup plus marqué que de coutume. Dans la vie ordinaire, elle se distingue aussi par cette gestuelle peu commune. Mouvement de bras, de tête, pas allongé ou sautillant, tout est accentué, à la façon d'un mime. Mimé pour déformer juste un peu, juste ce qu'il faut pour détourner les choses les plus triviales et en faire des exercices qui déjouent l'ordinaire. Déjà, au sein des communautés bordéliques des années 70, elle avait imposé sa façon insolite. Ici, elle donne libre cours à la parodie d'elle-même pour habiter ce vide, pour le délier en se déliant aussi. Alors, elle approche l'une des piles plantées, inspirée par leur verticalité. L'acier inoxydable paraît bien inaltérable, déjà là depuis si longtemps, n'affrontant rien moins qu'une éternité. Le temps aussi est défié, d'éviter. Parfaitement lisse, la surface du poteau appelle le toucher. Sa main suffit à en serrer la chose. C'est froid, malgré l'odeur du soleil qui s'impose à présent. Poteau, le terme est trop lourd. Plutôt perche ou pique, plutôt que piquer. Pique qui pointe jusqu'à sa pointe aiguisée. Non, plutôt un mât. Oui, des mâts. Comment se fait-il que les trouées de métal ne perturbent en rien l'absorption de la terre par le ciel, se demande-t-elle. L'œuvre est si fine, les tiges, pour être solides, n'en sont pas moins étonnamment minces. L'emprise au sol est négligeable. Des aiguilles, oui, le terme convient aussi bien. Pourtant, l'artefact, aussi ténu que monumental, humanise le paysage en même temps qu'il le crée. Autrement dit, le paysage n'existe pour elle, pour eux, que par cet artifice, se dit-elle. Ou plutôt, ce constat élémentaire la frappe, avec la puissance d'une révélation qu'elle peine à traduire avec des mots.